Twip, bonjour à tous, ça fait un petit moment que je suis pas repassé devant la caméra encore une fois. J'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 août, quelque part par là. Nous sommes mardi soir. Le soleil est en train de se coucher, là il fait bon, j'en profite des bonnes températures pour du coup tourner cette vidéo qui avait été déjà précédemment tournée, mais ça a été très compliqué, il y a eu plusieurs prises de fête et puis en dérushant le bordel, je me suis rendu compte que j'ai dit énormément d'âneries et que j'ai eu d'autres informations entre temps. Donc le sujet de cette vidéo va être traité de manière un peu plus complète. Je risque peut-être quand même de lâcher 2-3 âneries, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires en restant cordial et poli, bien entendu. Vous connaissez la recette. À titre d'introduction, j'aimerais faire un petit disclaimer. J'adore ce terme anglophone qu'on utilise dans tous les sens pour dire faire un petit erratum, un petit démenti. Lorsque j'avais évoqué auparavant que j'étais sketch artiste pour Marvel, je ne suis pas sketch artiste pour Marvel dans le sens littéral du terme. Je suis sketch artist pour Upperdeck, qui est une société de production et de distribution de trading cards, de cartes à collectionner. Et il se trouve que dans leur portefeuille client, il y a Marvel. Donc, je préfère restituer à César ce qui appartient à César, comme on dit si bien. Donc, je travaille en tant que sketch artist pour Upperdeck. Voilà. Et les choses ont énormément évolué dernièrement puisque je suis également sketch artist pour d'autres sociétés et ça j'en reparlerai en temps et en heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de m'éclater. Voilà. Donc petit erratum disclaimer mis à part, voilà, donc je suis sketch artist freelance pour Upperdeck et d'autres sociétés et non pas sketch artist pour Marvel. La nuance reste quand même de taille. Bon, même si on va pas se mentir, on bosse indirectement pour Marvel, ça reste quand même assez cool. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour le sujet de cette vidéo du jour? On va parler de cartes à collectionner, encore une fois. On va parler de la sortie d'un livre que j'ai eu la surprise de découvrir dans le rayon comics par son format qui m'a interpellé, puisque c'était un format bâtard entre le comics et le manga, à peu près de la taille de ma main. Là, je ne l'ai pas avec moi comme un couillon, hein. Là, je profite de l'opportunité pour tourner la vidéo, mais j'ai pas pensé à prendre mon exemplaire. Donc il s'agit de X-Men Trading Cards par Jim Lee, publié chez nous par Eugen Munin. Et c'est un bout d'histoire, ce machin, c'est tout simplement incroyable. Il y a une préface et un avant-propos par Ed Piscor et par... j'ai déjà oublié le nom. Voilà, vidéo très bien préparée, hein. On change pas une recette qui gagne. Pas. Le principe, c'est que dans les années 90... fort de son succès, Marvel se retrouve avec une licence sur les bras, dans le sens positif du terme, à savoir, putain, on a relancé les X-Men avec Chris Claremont et Jim Lee, les chiffres ont explosé, record de vente à l'époque, ça se compte en millions d'exemplaires, on est en 1992 par là. Comment profiter de cette licence aussi juteuse qu'il y paraît, mais sous un autre format? Eh bien, c'est la société Impel, une société de création et de distribution de trading cards aux États-Unis, qui se propose de récupérer la licence X-Men et de créer un contenu sur l'univers des mutants. Et pour ce faire, Jim Lee va être sollicité pour créer en fait des illustrations inédites spécialement conçues pour cette collection, ce qui va donner un cachet tout particulier à cette série de cartes qui sera la 3e de la société, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, parce qu'il y avait eu des collections Marvel. Alors, je ne me rappelle plus le titre exact, si c'était du Marvel Fanfare ou du Marvel Chromium, quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas, Jim Lee s'exécute.
va livrer en fait des illustrations. Alors non pas à l'échelle comme j'ai eu la bêtise de le dire à l'époque, mais je pense que c'était des illustrations sur des planches de comics qui ont été par la suite réduites à l'impression, mais ça n'enlève en rien la qualité du bonhomme. Je vais tâcher au gré de cette vidéo de balancer des inserts pour que vous vous rendiez compte du travail. Donc la série de cartes X-Men sort dans les années 90 et c'est un raz-de-marée, hein. Le succès est phénoménal. Ça y va de son petit achat dans la boutique de revente de comics du coin. Et c'est génial. Et c'est génial puisque ça prolonge l'expérience de lecture en comics, mais en version carte à collectionner. Au recto, on a une illustration inédite par Jim Lee et par Jim Mounts, un dénommé Mounts en tous les cas, à la colorisation qui va participer à la charte visuelle de cette série de cartes. Au verso, on va avoir des informations plutôt classiques, rudimentaires, j'ai envie de dire, sur le personnage en question, avec sa petite jauge de pouvoir, d'intelligence, enfin tout ce qui a de quoi alimenter les débats dans les cours de récré, hein, je suppose, de dire ouais machin est plus fort que truc, etc., etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Et en bas de carte au verso, il y a une petite annotation. Et Hugin et Munin, dans son effort de bien faire les choses, propose des petites annotations en bas de page en replaçant les choses dans le contexte. Par exemple, pour le personnage de Malicia, il est expliqué au verso de la carte que Malicia a eu le pouvoir de voler de manière permanente et de sa super force au moment où elle a absorbé de manière définitive les pouvoirs de Carol Danvers, qui était à l'époque Miss Marvel. Donc Carol Danvers est maintenant plus connue sous le nom de Captain Marvel. Voilà, donc en termes de contexte et de chronologie, c'est plutôt sympa. Le livre, du coup, retrace l'intégralité de la série de cartes à collectionner avec une page qui va montrer le recto. On va tourner la page, on va voir le verso avec les explications. Et la série de cartes va être découpée en plusieurs parties. On va avoir une partie super-héros, on va avoir une partie super-vilain, dans lequel on va trouver notamment le personnage de Deadpool, car oui, Deadpool, à l'époque, était un super-vilain. Enfin, du moins, dépeint comme tel, avant d'être plutôt un anti-héros. Et la dernière section du livre va être consacrée aux cartes dites spéciales, parce qu'en fait, dans cette collection de cartes, il y avait des éditions de cartes métallisées, et il y avait aussi des cartes holographiques, donc avec un effet 3D, et celles-ci, elles font super envie. J'en ai quelques-unes en version holographique qui avaient été à l'époque proposées directement collées sur les couvertures de comics. J'ai en mémoire un numéro d'Excalibur que j'ai massacré. Pourquoi j'ai fait ça? C'est totalement con. Mais bon, je voulais avoir ma petite carte qui va bien avec. Et c'est franchement cool. C'est vraiment un petit bout d'histoire de pop culture que cet ouvrage, qui est donc X-Men Trading Cards par Jim Lee, édité chez Hugin et Munin en VF. Et il faut savoir qu'en fait, en VO, et je l'ai appris par la suite, il y a des éléments supplémentaires qui n'existent pas en VF, à savoir une page dépliée en 3 volets sur laquelle on va retrouver la quasi-totalité des personnages de l'univers des X-Men pour la collection X-Men Trading Cards, et un petit set de 4 cartes inédites offertes dans l'ouvrage. Vous vous doutez bien au moment où je tourne cette vidéo que je vais m'empresser de trouver cette édition originale, parce que là c'est le côté complétiste maladif qui se réveille, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, l'ouvrage d'Hugin et Munin, je vous conseille vivement de vous le procurer, car si la barrière de la langue pour vous fait blocage, il y a plein de petits textes explicatifs et de petites notations qui sont franchement cool. Et l'avant-propos et la préface sont émaillés de petits dessins préparatoires, de photos, de posters publicitaires et autres
qui auréolait en fait cette campagne liée à la collection de ces cartes à collectionner par Jim Lee. Et ça nous remet dans l'ambiance des années 90 et c'est franchement très cool. Je pense même que lors de futures vidéos, je mettrai peut-être un peu plus l'accent sur des séries de cartes à collectionner. Là j'ai en mémoire une collection sur Frat Zeta ou encore sur Bernie Brighton. Des collections que j'avais très sommairement présentées lors de l'une d'une très vieille vidéo sur la chaîne où j'avais parlé de mon expérience en tant que sketch artiste pour Upper Deck et non pas pour Marvel. Je tiens vraiment à le préciser. D'ailleurs, je remercie l'ami Gaël. Gaël, si tu regardes cette vidéo, déjà salut, merci, et de m'avoir fait me rappeler qu'il fallait que je fasse cette petite correction qui me semblait nécessaire. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous collectionnez des fameuses trading cards, parce que c'est vrai que bon, on dit cartes à collectionner ici en France, on pense surtout à du Pokémon, à du Yu-Gi-Oh! Ou à la limite du Magic l'Assemblée, mais on va très rarement penser à des cartes à collectionner sur l'univers des comics, des séries télé ou du cinéma, chose qui est beaucoup plus répandue outre-Atlantique et outre-Manche également, puisque c'est vraiment l'apanage des comic book stores. Quand on va prendre son comics de la semaine, très souvent sur le comptoir, il y a des présentoirs avec des petits paquets de boosters de cartes sur l'univers de Star Wars, de Star Trek, de Marvel, etc. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. 12 minutes, ça me semble pas trop dégueulasse. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère également que j'aurai pu trouver suffisamment d'images explicatives qui sauront habiller un petit peu cette vidéo. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Moi, je vais rentrer chez moi et j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et puis, on se retrouve dans les commentaires pour parler de vos expériences de collectionneur de cartes à collectionner. Plein de inquiétude et à bientôt. Ciao. Je fais bouger la caméra.